Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Situation coronavirus au Togo. Bientôt la barre des 500 cas de contamination franchie. 20 des 344 personnes testées hier sont positives. Elle porte le nombre total de cas positifs à 485. Le nombre de décès 13 reste inchangé depuis 2 semaines. Écho de la journée nationale de l'arbre célébrée le 1er juin dernier, une opération de reboisement a regroupé ce matin les membres de l'association pour le développement d'Avatame. 400 jeunes plants ont été mis en terre à l'occasion sur 2 sites. L'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB est en campagne de distribution de kits alimentaires. La campagne prend également en compte le volet sensibilisation sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Madame Katanga Mazalo, directrice de ANADEB, est notre invitée. Le Togo veut faire du secteur de la pêche un modèle dans la sous-région et un levier de développement. Et pour y parvenir, des appuis multiformes sont adressés aux acteurs du secteur. Le projet appui au secteur agricole PASA en fait partie. Pour nous en parler, nous recevons ce samedi M. Ali Domtani, directeur des pêches et de l'aquaculture. Les autres rubriques de ce magazine, ce sont les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Situation du Covid-19 au Togo à la date du 5 juin 2020. 20 des 344 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 485. Ces 20 personnes âgées de 5 à 65 ans se répartissent comme suit. 11 cas parmi les contacts, 3 femmes et 3 hommes à Afagnan dans le district de Bamono, une femme et 2 hommes dans le district 5 à Lomé, une femme à Vaughan dans le district de Vaud et une femme à Tabibo dans le district de Ioto. 9 cas parmi les voyageurs, 5 femmes et 3 hommes dans le district 5 à Lomé, une femme à Tchamba. Un nouveau guéri a été enregistré portant à 240 le nombre total de patients guéris du Covid-19. Le nombre de décès reste inchangé à 13. Le nombre de cas actifs est de 232. 22 156 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Et les acteurs de tous les secteurs s'engagent dans cette lutte contre le Covid-19. Séances de sensibilisation, distribution de kits, etc. Autant d'actions menées par tous pour stopper la propagation de la pandémie de coronavirus. Quelles sont les actions en cours dans la commune d'Aguanivé 2 et comment sont-elles conduites dans le cadre de la riposte contre le coronavirus? Monsieur Boulor Kofi Jean, maire de la commune d'Aguanivé 2. Le maire a 2 casquettes. La première casquette, c'est de servir de fil conducteur au niveau de la commune pour le développement de la commune. Pour la deuxième casquette, nous avons 3 délégations. Il y a d'abord les compétences propres au maire, il y a la compétence partagée. La troisième compétence est la compétence transférée. En fonction de la maturité de la commune, l'État peut décider de transférer certaines compétences à la commune. Au niveau de la compétence transférée, c'est dans ce sens que la deuxième casquette commence. Et le maire doit développer toutes les stratégies pour faire appliquer les décisions de l'État au niveau de la commune. Lorsque toutes les mesures barrières sont prises au niveau de l'autorité centrale, nous développons des stratégies, nous faisons la sensibilisation, nous allons dans les marchés, nous allons dans les bars, nous circulons pour sensibiliser la population pour que ces mesures soient respectées au niveau de la commune. Au niveau central, il y a un comité de Covid-19 pour superviser les actions. Au niveau de la préfecture aussi, il y a un comité préfectoral et le maire fait partie de ce comité préfectoral.
Nous avons copié ce modèle pour instituer aussi un comité communal au niveau de notre commune. Ce comité communal est un comité d'éveil, de sentinelle, pour voir comment les choses se passent au niveau de la commune, pour faire en sorte que les gens puissent nous alerter. Donc d'une manière générale, nous mettons l'accent sur la sensibilisation pour passer le message à toute la population, pour leur permettre de pouvoir se protéger. Aujourd'hui, les chiffres ne fléchissent pas. Certes, ces mesures sont respectées, mais on constate depuis quelques jours des signes de relâchement au sein de la population. À cela s'ajoutent des difficultés que les maires gèrent au quotidien. Cela nécessite-t-il un suivi ou d'autres mesures? Nous retrouvons M. Boulor Kofijan, maire de la commune d'Aguanivé 2. Tout le monde est surpris par cette pandémie et ça a bouleversé les habitudes des gens. Dire à quelqu'un qui a perdu son être cher, qu'il n'y aura pas plus de 15 personnes à cette funéraille, ce n'est pas possible en Afrique. Mais nous disons à la population, surtout la population entre guillemets, qui aime la tradition, de dire que non, c'est la période qui exige. Nous allons passer rapidement cette période et nous pouvons revenir à notre façon de faire. Donc c'est l'une des contraintes au niveau de la commune. C'est la même chose qu'au niveau du mariage. Nous avons dit aux gens que bon, les mariages ne sont pas arrêtés, mais vous ne pouvez pas avoir plus de 8 personnes. C'est une seule fois que ça se passe dans la vie de l'individu. Donc, dire à la personne que vous allez être au maximum 8 pour célébrer votre mariage, c'est vrai que les gens préfèrent attendre un tout petit peu. Mais c'est pour dire que c'est des mesures que les gens éprouvent difficilement à respecter sur le terrain. Mais notre rôle aussi, c'est de sensibiliser. Apporter des solutions innovantes, simples et accessibles à tous, tel est l'objectif de l'incubateur Nounia Lab. La structure a lancé un concours pour inciter les jeunes à présenter des projets innovants dont l'apothéose a eu lieu hier à Lomé. C'est le projet Ego Transfert qui remporte le concours sur les 10 projets retenus. Dr Kossé Achon-Nouglou, coordonnateur de Nounia Lab. Il se prononce sur l'initiative. Nous avons pris 3 thèmes principaux qui sont la santé, l'énergie et le fintech. La santé est beaucoup plus dans le côté télémédecine. L'énergie devient un grand moteur pour le développement de tout pays. Donc les jeunes ont travaillé sur des projets et des solutions liées à l'énergie. Le fintech qui est lié à l'économie, à la gestion des portefeuilles, aide aussi la population dans la gestion de leur portefeuille. Et les jeunes, pour nous, au niveau de Nounia Lab, c'est pour montrer les talents cachés des jeunes. Le promoteur de Ego Transfert lauréat se dit satisfait. Domlan Akwete. Ego Transfert est une solution qui vous permet aujourd'hui de pouvoir envoyer de l'argent de votre compte T-Money vers votre compte Flux et de votre compte Flux vers votre compte T-Money, vice-versa. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs Togolais à utiliser le réseau Togocell ou Move et nous utilisons les solutions de transfert d'argent Flux ou T-Money. Et nous sommes confrontés parfois à envoyer de l'argent à quelqu'un qui est de l'autre côté du réseau. Et pour la majorité, sont condamnés à utiliser forcément les deux réseaux. Aujourd'hui, nous vous permettons à travers Ego Transfert de pouvoir transférer de l'argent de votre compte T-Money et de votre compte Flux vers votre compte T-Money. Les 10 projets vont bénéficier d'un suivi pour une concrétisation effective avec l'appui du FAEJ. Les opérations de reboisement pour le compte de la Journée nationale de l'arbre se poursuivent. L'Association pour le développement d'Avatame ADA a retenu 2 sites dans la commune de Golfe 7 pour mettre en terre 400 jeunes plants. Par cette action, l'association entend lutter contre les changements climatiques et la désertification. Édouard Sono. L'opération a mobilisé les conseillers municipaux, les membres des comités villageois de développement, les chefs traditionnels et les populations riveraines. Ainsi, 200 jeunes plants ont été mis en terre à l'école primaire publique de Clément Agopanu et 200 autres à l'école primaire publique de Yokwe. Tik Beli, secrétaire général de ADA. Pour remplir notre devoir civique,
Nous sommes allés sur les sites de Clémy Agokpanou et de l'école primaire publique de Yokwe pour mettre en terre ces arbres que le président d'honneur, M. Batassena, nous a offert pour célébrer cette journée de l'arbre. Cette campagne de reboisement s'inscrit dans le cadre de la journée de l'arbre que Feu Nyansigbe Yadema a instauré depuis le 1er juin 1977. Ces arbres que nous venons de planter permettront de donner beaucoup d'oxygène, beaucoup d'énergie aux élèves. Et ces arbres vont lutter également contre la désertification, de l'érosion, le réchauffement climatique. L'initiative de l'association n'a pas laissé indifférents les élus locaux de la commune. Azaleko Ameostina, conseiller municipal, président de la commission domaniale, technique, environnement, des travaux et du patrimoine, s'est réjoui de l'opération et promet un entretien particulier des jeunes plants pour l'atteinte des objectifs de la journée de l'arbre. Je tiens sincèrement à remercier l'association ADA de Abatame qui a eu l'initiative de prendre des arbres et planter dans certains endroits de notre commune. Les arbres sont plantés, mais l'entretien, c'est ça le grand problème. Donc le comité de développement, en collaboration avec les établissements et même sous la vigilance du chef de village, ont pris sur eux de mettre tout en œuvre pour entretenir et protéger les arbres. L'opération a reçu l'appui financier de Batastena, membre d'honneur de l'association. Environnement à présent, les associations subissent des dégâts avec l'activité humaine. Les usagers laissent au passage des polluants qui dégradent la flore et les ressources de ces eaux. Le monde entier célèbre lundi prochain la journée des océans. Quel genre de polluants rencontre-t-on dans les océans? Découvrons-le dans ce magazine de Odette Pira. La pollution marine se manifeste par une présence dans l'eau de l'océan d'éléments toxiques qui engendrent la destruction de la faune et de la flore. Elle peut rendre l'eau impropre à la consommation ou à la baignade. Abdel Ganiou Suleiman, spécialiste en gestion intégrée des ressources en eau. Si nous prenons l'eau dans son état naturel, c'est-à-dire les eaux des fleuves et consorts, l'eau a une composition biologique bien déterminée par rapport à parce que l'eau aussi c'est un biotope, c'est-à-dire que c'est dans l'eau que certains organismes y vivent, vous voyez, de façon naturelle. Mais au-delà de ceux qui vivent de façon naturelle, s'il y a encore des éléments étrangers qui viennent s'ajouter à ce milieu-là, là nous pouvons parler de pollution. Une autre forme de pollution, la pollution électromagnétique. Elle correspond à l'exposition excessive ou chronique d'êtres vivants aux appareils ou à des champs électromagnétiques soupçonnés d'affecter leur santé, leur reproduction ou leur fonctionnement. La pollution électromagnétique liée aux eaux de ballast, là vraiment ça porte à discussion parce que quand on appelle les eaux de ballast en réalité, ce sont des eaux issues des sources de certains navires. On parle aussi de pollution chimique en mer. Elle est provoquée par la présence dans l'environnement marin de substances chimiques qui normalement sont absentes ou s'y trouvent en très faible quantité. Il existe d'autres formes de polluants en milieu marin. Retrouvons Abdel Ganiou Suleiman. On parle de la pollution acoustique. C'est une forme de pollution qui intéresse ce qui est relatif plutôt aux nuisances sonores. Pollution chronique, ça veut dire que c'est une pollution qui vient avec le temps. Ça veut dire que ce n'est pas une pollution toute drue, ça veut dire que ça s'ajoute. Alors, quand on parle de pollution biologique, ça veut dire qu'il y a entre-temps certains organismes qui sont rentrés dans un milieu qui est naturellement reconnu comme tel. La pollution atmosphérique, c'est une sorte de pollution qui est liée à l'atmosphère. C'est-à-dire que vous avez des particules en suspension dans l'air qui ne sont pas naturelles. Parce que la pollution marine sape sérieusement l'économie bleue, d'où la contribution de chacun pour des milieux marins sains. Le gouvernement togolais a bénéficié récemment d'une enveloppe de 105 millions de francs CFA de l'Union européenne pour soutenir les personnes vulnérables en cette période du coronavirus. La campagne de distribution de kits alimentaires a été lancée hier dans le Grand Lomé, appuyée de sensibilisation sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Pour nous en parler, nous recevons la directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base ANADEB, Madame Mazalo Katanga est notre première invitée. Elle est interrogée par Odette Pira.
Madame Katanga Mazalo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. L'ANADEB, à travers son projet d'appui aux personnes vulnérables, distribue des vivres aux nécessiteux en cette période de Covid-19. Alors dites-nous, sur quels critères ces bénéficiaires sont-ils sélectionnés? L'ANADEB accompagne les communautés à la base dans la gestion de leur développement et dans ce sens, elle exécute des projets ces derniers moments, des projets de filets sociaux, lesquels ont commencé depuis un bon bout de temps, certains avec des partenaires comme la Banque mondiale, si je veux parler des cantines scolaires, des transferts monétaires en milieu rural. Depuis décembre 2019, l'autorité a voulu que nous essayions le projet de restaurant communautaire, c'est-à-dire apporter des repas chauds à des familles qui ont des difficultés pour se nourrir. Et dans ce sens, pour ce qui concerne le projet de restaurant communautaire dans le Grand Lomé, bien sûr, que nous avons commencé la phase d'expérimentation à Lomé, nous avons touché 6500 bénéficiaires répartis sur 13 sites et qui appartiennent à 10 communes Grand Lomé. Ce projet, lui, continue. Et avec la pandémie de Covid-19, le repas chaud a été transformé en vivres pour permettre aux bénéficiaires de pouvoir disposer des vivres pour un certain temps pour toute leur famille. Donc, pour ce qui concerne le projet de restaurant communautaire, on n'a plus de repas chauds, mais on procède à des distributions de vivres de façon mensuelle pour éviter toujours les attroupements, les répétitions d'attroupements parce que 6500 personnes, à raison de 500 personnes par site, c'est assez important. Alors que maintenant, nous avons défini une nouvelle stratégie qui porte sur l'organisation des sous-sites au niveau de chaque grand site pour éviter les grands rassemblements. En plus, c'est au vu des résultats que cette activité, cet accompagnement des familles vulnérables donne, surtout en cette période de pandémie, que nous avons soumis une idée de projet à la délégation de l'Union européenne au Togo et qui a bien voulu accompagner cette idée avec un financement de 65 millions. Et ce financement va permettre de sensibiliser avec les acteurs locaux des quartiers, au moins 280 quartiers du Grand Lomé, c'est-à-dire de la préfecture du Golfe et de la préfecture d'Aguenivé. Des sensibilisations sur la pandémie vont se dérouler et sur les mesures barrières également vont être animées en faveur des quartiers. Et avec un accent sur les quartiers qui sont frontaliers, si nous prenons le côté ouest du Grand Lomé. Et donc, en plus des sensibilisations, il leur sera offert des kits alimentaires à 2600 ménages dans le Grand Lomé, c'est-à-dire préfecture d'Aguenivé et préfecture du Golfe, plus la préfecture de Tchaoudjo et celle de Tôle. Oui, Madame la directrice, comment ces bénéficiaires sont-ils sélectionnés? Les bénéficiaires sont sélectionnés, je dirais, sur la même base. D'abord, nous nous adressons aux ménages dont les chefs sont des veuves. Nous parlons de femmes, donc des femmes veuves qui ont des enfants à leur charge. Des personnes âgées qui vivent seules avec des maladies, des personnes vivant avec des maladies chroniques et des personnes vivant avec un handicap, des personnes handicapées. Donc voilà les 4 critères qui sont analysés dans la sélection des bénéficiaires. Et cette sélection se fait avec les mairies pour ce qui concerne le projet de sensibilisation avec financement de l'Union européenne. Nous sommes en train de le faire avec les mairies et qui passe par les comités de développement à la base pour identifier les personnes qui répondent à ces critères-là dans leurs différents quartiers. Aujourd'hui, le Covid-19 a envahi tout le pays. On parle de Covid partout maintenant au Togo. Vous avez mentionné 4 zones. Est-ce que le reste du pays va bénéficier également de cet appui? Nous avons l'intention d'aller partout. Si les ressources sont disponibles pour nous. C'est pour ça nous avons le restaurant communautaire, c'était sur financement du PAPV. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire dans les 4 préfectures, c'est avec le financement de l'Union européenne et d'autres initiatives, d'autres idées de projets sont déposées par-ci, par-là et attendant des réponses positives pour pouvoir atteindre tout notre pays. C'est une question de ressources. Ce projet d'appui aux personnes vulnérables en période de Covid-19 prend-il fin avec la fin du confinement ou va-t-il se poursuivre? Ma prière, c'est que la pandémie prenne fin. Parce qu'on ne va pas vivre avec cette crise sanitaire et on ne pourra pas aller loin. Je regarde tout ce que nous avons soumis comme projet par-ci, par-là, les réponses que nous avons. Ça veut dire la priorité aujourd'hui pour l'ANADEB, c'est que la pandémie prenne fin. Le projet financé par l'Union européenne est exécuté pour 3 mois. C'est juste pour 3 mois.
Ce n'est pas pour une longue période aussi. Donc, quand on analyse tout ceci, le plus intéressant, c'est que tous les Togolais, toutes les Togolaises respectent les mesures barrières et qu'on rompt la chaîne de transmission du coronavirus et que chacun puisse reprendre ses activités normalement sans attendre ces appuis qui deviennent aujourd'hui difficiles à avoir. Madame la directrice, vous avez parlé tantôt de 6 000 et 2 000. Alors, on aimerait savoir combien de personnes exactement ont déjà bénéficié de cette aide concernant les kits à distribuer. Que reçoivent concrètement les bénéficiaires? Pour ce qui concerne le projet de restaurant communautaire, c'est 6 500 bénéficiaires à Lomé. Donc, depuis décembre, pour chaque séance, nous avons au moins 6 500 personnes qui reçoivent des kits. Parce que nous allons jusqu'à 6 700. Il nous est arrivé de distribuer des kits à 6 700 personnes. Mais pour le projet avec financement de sensibilisation des populations sur la pandémie de Covid-19 et la distribution des kits, nous voulons atteindre, en termes de sensibilisation, nous voulons atteindre au moins 80 000 personnes qui puissent écouter l'information selon laquelle le coronavirus est une maladie réelle qui tue, qui n'a pas de remède jusqu'à ce jour et donc qui n'a besoin que des mesures barrières si nous voulons l'éviter. Et pour ce projet, donc je disais, 80 000 personnes doivent être atteintes au cours des sensibilisations. 2 600 personnes vont bénéficier des kits alimentaires. 1000 personnes vont bénéficier des kits alimentaires à Lomé et 800 dans le Tchaoudjo, 800 dans le Tone. Donc on aura au total 2600 bénéficiaires des kits dans le cadre du projet de sensibilisation sur la pandémie et la distribution des kits alimentaires avec financement Union européenne. Et 10 000 personnes également vont bénéficier des masques parce que nous constatons que certains de nos concitoyennes ont vraiment envie de porter des masques mais sont limités par les moyens pour les acquérir. Donc on va distribuer 10 000 bavettes durant la mise en œuvre de ce projet. Madame la directrice, dites-nous à quand la prochaine distribution? Il y aura le lancement pour le projet. Le projet avec financement de l'Union européenne, la distribution des kits alimentaires et des masques. La cérémonie aura lieu dans la commune de Vakosito et donc dès qu'on donne le temps à Lomé, Tchaoudjo et Tone prennent la relève. En dehors des personnes retenues, tout individu vulnérable, bien sûr, peut-il aussi se présenter pour en bénéficier? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que les kits sont déjà constitués. C'est 1000 kits qui sont constitués pour Lomé. Souvent, on arrive à avoir plus de kits parce que si les sacs de maïs qui nous sont vendus, si ils contiennent plus que les 60 bols, on a la chance d'avoir peut-être 2 ou 3 bols. On peut glaner 2 ou 3 bols et ça peut donner peut-être 10 ou 20 kits de surplus. Et c'est tout ce qu'on peut donner. Donc s'il y a plus qui viennent, on ne peut rien. Actuellement, la liste des bénéficiaires est déjà retenue par commune. Au niveau des 3 communes du Grand Lomé, les listes sont déjà établies et affichées au niveau des mairies. Donc si votre nom n'y est pas, on ne peut pas vous donner. On aura besoin aussi de ces listes-là pour justifier l'activité au niveau du partenaire. C'est ça. On aurait bien voulu donner à tout le monde, mais on est limité par les moyens. Et comme la sélection a été faite par les autorités locales, nous voulons respecter tout ce qui a été fait pour être à l'abri des critiques. Voilà. Madame Katanga Mazalou, je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'ANADEB. Notre entretien tire à sa fin. Votre message en guise de conclusion. Merci beaucoup. Je voudrais tout simplement rappeler à mes chers frères et sœurs du Togo pour dire la meilleure façon de sortir de cette pandémie, c'est le respect des mesures barrières, qui ne sont pas compliquées. Se laver régulièrement les mains, porter son masque quand on sort de chez soi, éviter de saluer les gens en leur serrant la main, éviter les attroupements, et tousser dans le coude et rester chez soi si on n'a pas quelque chose de très vital à faire en dehors de sa maison. Restons chez nous pour mettre fin à cette pandémie. Respectons les mesures barrières et c'est plus simple. Merci. Merci Madame la directrice. La France a annoncé hier la mort du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique Akhmi, tué au Mali. Une opération menée le 3 juin dernier dans le nord du pays par les forces françaises avec le soutien de leurs partenaires a conduit à la mort de l'émir d'Akhmi Abdelmalek Droukdel. L'opération a été menée à 80 km à l'est de Tessalit, près de la frontière avec l'Algérie. Juliette Kandé.
Quelques heures avant l'annonce de la mort du chef d'AQMI au Mali, le Conseil de sécurité s'est réuni hier virtuellement à New York pour renouveler son soutien à la lutte antiterroriste du G5 Sahel. Les diplomates se sont félicités des progrès réalisés par la force conjointe depuis le sommet de Pau, mais se sont également montrés inquiets à propos des manquements aux droits humains par les armées nationales. Neutralisation du terroriste, saisie d'armes, libération d'otages à l'ONU, l'heure est plutôt aux félicitations pour l'accélération des coopérations entre les 5 pays du Sahel depuis le sommet de Pau. Pour autant, la mission des Nations Unies au Mali a alerté sur l'augmentation en parallèle d'exactions contre les civils et en particulier contre la minorité Peul. L'ambassadeur du Niger a cependant tenu hier à réaffirmer l'engagement des 5 pays du Sahel à adhérer pleinement au respect des droits de l'homme dans le contexte du G5 Sahel et particulièrement dans la protection des civils. Les pays membres du G5 Sahel devraient se retrouver à la fin du mois de juin à Nouakchott, en Mauritanie, sur les sujets d'ordre sécuritaire. Outre les présidents des pays membres du G5 Sahel, leur homologue français Emmanuel Macron et plusieurs de leurs partenaires internationaux, dont des dirigeants de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies, doivent y participer. La Cour constitutionnelle centrafricaine a considéré qu'elle ne pouvait donner son aval à la révision de la Constitution proposée par l'Assemblée nationale et portée par les partisans du chef de l'État. Les juges de la Cour constitutionnelle avaient été saisis mi-mai par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra sur ce projet de modification de la Constitution. Après avoir entendu plusieurs opposants au texte ces derniers jours, ils ont finalement demandé au gouvernement d'organiser une concertation nationale afin d'aboutir à un consensus. La Cour constitutionnelle a ensuite demandé à ce que les conclusions de cette concertation lui soient soumises afin qu'elle vérifie leur compatibilité avec la Constitution. Au Mali, un collectif d'organisations de la société civile et de partis politiques de l'opposition a appelé hier à manifester. Pour tous, un seul mot d'ordre, demander la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les manifestants demandent au président Ibeka de prendre en compte leur message, de redresser la barre pour que le navire ne chavire pas. Selon eux, il n'y a pas de sécurité, pas d'école, trop de corruption et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été les résultats tronqués des élections législatives. Comme tous les autres secteurs économiques, le secteur de la pêche bénéficie des interventions de l'État qui visent à le moderniser et à en faire un levier de développement. L'État veut également, à travers ses acquis multiformes, ses appuis multiformes aux acteurs du secteur, leur permettre de vivre de leurs activités. Le département forme les pêcheurs et les informe par rapport aux nouvelles méthodes de pêche. L'État offre régulièrement du matériel moderne aux pêcheurs et la construction d'un nouveau port de pêche est aussi un appui inestimable aux pêcheurs. Le projet appui au secteur agricole PASA a lui rehaussé le rendement de la pêche et de l'aquaculture au Togo. Depuis son lancement en 2011, le projet a financé la formation des acteurs de la pêche, l'achat entre autres de matériel de pêche et de l'aquaculture. Il revient aux pêcheurs de respecter les principes de la pêche et de l'aquaculture pour préserver les ressources et pérenniser le secteur. Magazine Pluriel reçoit en deuxième position ce dimanche M. Ali Domtani, directeur des pêches et de l'aquaculture. Il est aussi interrogé par Odette Pira. Monsieur Domtani, Ali, bonjour. Bonjour Madame Odette. Le secteur de la pêche a connu des avancées avec le PASA à travers le PNIASA. Dites-nous en quoi ce projet a appuyé le secteur aquacole. Pour l'aquaculture, essentiellement, les appuis ont été orientés vers l'assistance technique puisque les diagnostics
de Péniassa avait révélé que le secteur manquait de certaines technicités. Les connaissances étaient trop faibles. Les gens ne maîtrisaient pas les itinéraires techniques. Et donc, pour cela, il y a une assistante technique qui a été mise à disposition du ministère de la Direction des pêches et de l'aquaculture pendant près de 3 ans dans le secteur pour appuyer en termes de transformation des produits de pêche pour une meilleure qualité, améliorer la qualité de ces produits. En termes de mise en place des infrastructures, aménagement des étangs, construction des cages flottantes sur les plans d'eau et comment produire les alevins, comment produire le poisson marchand, comment suivre les paramètres physico-chimiques des plans d'eau. Tout cela, c'était l'assistance technique. Le secteur a bénéficié aussi des formations, y compris les cadres de l'administration et les acteurs professionnels. Il y a aussi les appuis en intrants de qualité, notamment les alevins de meilleure qualité, bonne croissance, et les aliments de meilleure qualité pour assurer la production, puis aussi en aménagement. En dehors du PASA, y a-t-il d'autres projets qui financent la pêche au Togo? Nous avons essentiellement la FAO qui appuie de temps en temps dans les fonds pour mettre à disposition des acteurs professionnels les fours améliorés pour la transformation de poissons, pour avoir les poissons de qualité, surtout pour limiter les contaminations en hydrocarbures. Et donc, par rapport à cela, vous voyez, la FAO a intervenu pour apporter des appuis dans le fumage de poissons. Il faut se dire aussi que la FAO nous a accompagnés et a financé l'élaboration de la stratégie nationale de développement de l'aquaculture durable au Togo et son plan de développement pour la période 2014-2018. Dans ce plan, elle a financé l'élaboration de la carte des potentialités aquacoles qui est disponible. La FAO aussi intervient dans les statistiques de pêche. Nous avons aussi l'UEMOA qui appuie le secteur aussi pour les statistiques, notamment sur la pêche continentale et les enquêtes cadres pour connaître les activités économiques, comment le secteur se fait. Il faut aussi signaler l'Union européenne qui a financé l'élaboration du document de politique des pêches en 2012 et aussi la loi sur la pêche et l'aquaculture au Togo appuie aussi le secteur en termes de surveillance, surtout dans la lutte contre la pêche illicite non déclarée, non réglementée, et en partenariat aussi avec le comité de pêche du centre-ouest du golfe de Guinée, auquel le Togo fait partie, donc qui intervient sur un certain nombre d'activités de gestion des activités de pêche, notamment la scène de plage que vous voyez sur les plages togolaises de Kodjo-Biakopé jusqu'à Sarakawa. Et ces plages, il y a un appui pour aider les pêcheurs parce que c'est une activité qui a un impact sur l'environnement, sur l'écosystème marin. Et donc, la FAO en partenariat avec le CPCO intervient sur cette activité. Et pour terminer, le Japon, c'est un grand partenaire qui a financer la construction du nouveau port de pêche qui a des infrastructures modernes et qui fait vraiment une fierté pour le secteur de la pêche actuellement au Togo. Comment se fait cet appui aux bénéficiaires? Il faut dire que les bénéficiaires, c'est souvent les intrants. Quand nous prenons par exemple la pisciculture, on a mis à disposition les alevins de qualité, les provantes à prix subventionné. Et donc, les pisciculteurs viennent acheter ces produits qui coûtent cher sur le marché et avec une réduction de près de 15% pour leur permettre de rentabiliser leurs activités à l'émieux. Il y a aussi les aménagements pour faire des aménagements des étangs sur l'ensemble du territoire ou des cages flottantes sur certains plans d'eau comme Nangbeto, Kumfab, système lagunaire ou des enclos et aussi des bacs hors sol que les gens ont bénéficié. Dans le secteur de la pêche essentiellement, s'il s'agit des fours améliorés, c'est les femmes transformatrices, les femmes fumeuses qui ont bénéficié des
fours améliorés. Et au niveau des marieuses, il y a des équipements en matériel de pêche et aussi matériel de transport, les grillages, les frigos et aussi une unité de fabrique de glace à Takami pour les femmes marieuses de Nangbeto. Le projet PASA, le projet d'appui au secteur agricole est terminé, le montant additionnel aussi. Quel bilan faites-vous avec l'appui de ce projet pour la pêche et l'aquaculture? Le projet a contribué énormément au développement du secteur et nous sommes passés en termes de production, surtout pour le secteur de l'aquaculture, on était à près de 20 tonnes au démarrage du projet. Et actuellement, le secteur, on est à près de 1000 tonnes pour l'aquaculture. Vous voyez, c'est un bon qualitatif et donc il y a eu une certaine tache d'huile parce que, à part ceux qui ont bénéficié directement les appuis de PASA, il y a certains qui ont vu que le secteur était porteur et qui se sont mis dans l'activité avec leur propre initiative, leur propre financement. Nous avons pu mettre à contribution les acteurs professionnels pour leur confier d'importants rôles dans la gestion en termes de surveillance, dans la lutte contre la pêche illicite non déclarée, non réglementée. Dans le secteur du développement de l'aquaculture, il faut vraiment reconnaître des améliorations de connaissances en termes de maîtrise des itinéraires techniques et aussi la production des alevins. Et vous voyez, le centre de recherche d'Agbodrafon, qui était un centre de recherche dédié à l'aquaculture, au secteur de la pêche, mais qui, à certains moments, ne faisait plus cette activité, a repris ses activités. Actuellement, si vous allez au centre, vous n'allez plus le reconnaître. C'est un centre rénové avec des infrastructures de qualité et disposant des alevins, des géniteurs de qualité pour booster la production dans le secteur. Combien de pêcheurs aquacoles on a actuellement au Togo et où on peut les trouver? Nous avons en tout actuellement une cinquantaine de fermes réparties sur l'ensemble du territoire, mais principalement vous allez trouver les fermes de meilleure qualité de production au niveau du lac de Nangbeto. Là, il y a un grand producteur, Lofty Farm, qui fait vraiment des performances là-bas. Il y a la production en cage avec une unité de production de provente et des alevins et avec un partenaire national, ils ont une chaîne de surgélation, ce qui leur permet de prendre les produits, les emballer, les conditionner dans des cartons comme ce que les gens commandent souvent de l'extérieur qui arrive au Togo et les gens trouvent ça dans les cartons. Donc ça se fait actuellement sur le lac de Nangbeto. Donc si vous avez besoin de ce poisson, vous le trouvez là-bas. Et la zone Covier, il y a des acteurs installés là-bas qui produisent aussi le poisson de qualité qu'on peut acheter pour les occasions de fête. L'importation du poisson a été interdite au Togo. Est-ce que la production nationale répond aux besoins nationaux? L'interdiction de l'importation des poissons, en réalité, c'est l'importation de tilapia. Ce n'était pas tous les poissons. En fait, il y avait une raison derrière. D'abord, c'était la période où il y avait un virus qui circulait, le virus du tilapia du Nil. Et avec les efforts que le gouvernement entreprenait pour développer ce secteur, il fallait protéger les fermes de ce virus. Parce que si ce virus entrait sur le territoire, évidemment, c'est les catastrophes dans les fermes, c'est des mortalités importantes que vous allez enregistrer. Donc ça ramènerait le secteur en arrière. Et donc, pour lutter contre cela, on a pris cette disposition pour interdire l'importation de ce tilapia et aussi ça devait permettre aussi de booster en même temps la production nationale de tilapia puisque nous faisons essentiellement la production et l'élevage de tilapia et en petite quantité de silure. Actuellement, c'est vrai, la production nationale ne couvre pas totalement les besoins du pays, ça couvre environ 30%, mais l'importation des poissons marins qui continue permet d'améliorer cette couverture des besoins nationaux sans le couvrir totalement, mais les efforts continuent pour qu'on puisse atteindre suffisance. Est-ce que l'aquaculture est à promouvoir au Togo? Dans le plan de riposte contre la pandémie de Covid-19, les autorités ont inscrit le développement de l'aquaculture parce que c'est très important. Les impacts après Covid, ce serait très difficile à apprécier, mais ce qui est sûr, si nous ne prenons pas les dispositions d'ores et déjà pour promouvoir nos productions, comme on le voit, les pays font une sorte de protectionnisme
pour assurer d'abord l'autosuffisance en interne. Le Togo doit le faire et dans tous les secteurs. Donc dans le plan de riposte contre la pandémie, l'aquaculture est en bonne place dans ce plan pour promouvoir et renforcer les productions halieutiques, étant donné que la situation actuelle ne favorise pas les échanges comme dans le temps. Donc il faudrait prendre les dispositions idoines en avance pour limiter tant soit peu les dégâts. Monsieur Domtani Ali, c'est la fin de notre entretien. Votre message pour conclure. Je vous remercie. Comme nous l'avons dit, les fermes piscicoles sont là pour fournir le poisson de qualité. Des produits bio de qualité qui sont disponibles sur Nangbeto, à Kovié pour les fêtes. Nous sommes aussi dans cette période de mesures barrières. Il faudrait absolument que les gens respectent les mesures barrières dans leurs activités. Les pêcheurs au port de pêche, le ministre plusieurs fois est allé les sensibiliser. Sur la plage, avec la scène de plage, nous-mêmes nous sortons chaque vendredi pour les aider, pour voir comment ils mènent leurs activités et comment ils respectent les mesures barrières. Il faut absolument que nous protégeons nous-mêmes, nos familles, notre communauté et aussi l'économie togolaise. Et pour finir, les acteurs de la pêche artisanale, respecter aussi les méthodes de pêche, les équipements de pêche pour préserver les ressources halieutiques. Si nous ne prenons pas garde, on risque de détruire très rapidement nos pêcheries et on va continuer les importations. C'est les devises que nous envoyons à l'extérieur. Nous contribuons à créer les emplois hors de notre pays au lieu de contribuer à créer les emplois au Togo. Parce que chaque fois que nous dépensons de l'argent pour acheter un produit importé, c'est que c'est quelqu'un qui l'a fabriqué ailleurs. On assure sa survie, on assure sa production et donc c'est des emplois qu'on continue à créer pour eux. Je vous remercie. Merci, monsieur le directeur. Un homicide volontaire a été commis dans le village de Peta, dans l'Agou. Les 4 inculpés ont été condamnés à 6 et 7 ans de prison. Récit des faits de cette affaire avec Hélène Assabi dans Écho du Palais. C'était au petit matin du 21 novembre 2010, vers 5 heures, que le nommé Kodjo a été retrouvé mort, nu, sur la place publique du village de Peta, dans l'Agou. Son corps sale, portant des blessures et hématomes et une bouffissure du visage, prouvait qu'il a été victime de coups et blessures volontaires et tortures avant qu'on ne lui ingurgite une décoction nocive, comme le montraient les restes d'un breuvage préparé sur place à l'aide des plantes sauvages connues et soigneusement choisies par les auteurs du crime. La veille, il avait été recherché, arrêté et conduit par certains jeunes sur la place publique du village sur ordre du chef. Un de ses administrés s'étant plaint d'avoir été envoûté par lui alors qu'il organisait les funérailles de son fils décédé un jour plus tôt. Le chef ayant tenu une audience nocturne pour lui faire avouer son forfait, décida vers 3 heures du matin de confier la victime à des jeunes avant de se retirer pour dormir en attendant le lever du jour pour l'exécution de la sentence qui a été prononcée contre lui. C'est donc après le départ du chef que le meurtre a été commis. Informé, la brigade de la gendarmerie d'Agou a ouvert une enquête en vue de rechercher les auteurs. Les investigations ont permis d'interpeller d'abord les nommés Clément, Laurent, puis Difa et Achou, tandis que les 4 autres personnes soupçonnées au même titre sont toujours en cavale. Interrogés tant à l'enquête préliminaire qu'à l'instruction, les 4 inculpés n'ont pas reconnu les faits. Ils nient toute implication dans le meurtre et expliquent que s'il est vrai qu'ils ont assisté à l'audience publique nocturne au cours de laquelle la victime a avoué son forfait, ils se sont retirés au même moment que le chef. Mais les déclarations des inculpés ont été démenties par le nommé Kokou qui affirme que le jour des faits, vers 15h30, les mis en cause étaient ceux qui ont recherché et arrêté la victime pour la conduire chez le chef, puis à la place publique, et qu'il était lui-même présent et a assisté à toutes les scènes, y compris la mise à mort de la victime. Il a même ajouté que l'inculpé Laurent a prélevé le sang de la victime à l'aide d'un perfuseur dans une bouteille vide de sérum avant d'exhorter ses camarades à en finir avec elle, ce que d'autres témoins n'ont pas omis de confirmer.
C'est donc en se basant sur ces témoignages que la cour d'assises a condamné les 4 inculpés à 6 et 7 ans de prison, alors que le parquet général avait requis une peine allant de 15 à 20 ans de prison. Quels sont donc les éléments qui ont milité en leur faveur? Maître Gilles Anani. Les éléments que nous leur avons exposés sont assez simples, parce que quand vous suivez ce qui a été dit, tout repose sur les propos d'un témoin, mais qui malheureusement a varié dans cette déclaration depuis l'enquête préliminaire jusqu'à aujourd'hui. Alors nous avons quand même démontré que seule cette personne qui est considérée comme témoin oculaire est la base sur laquelle l'accusation repose, mais que les propos qu'il a tenus, les accusations qu'il tient contre les personnes mises en cause, à une analyse sérieuse et juridique ne résistaient pas, et que dans ces conditions, il fallait tout simplement élargir les gens. Du sport, Jeux olympiques Tokyo 2021, les organisateurs tablent sur des activités sportives réduites en raison de la pandémie du coronavirus. Fidèle Mawina. Les médias nippons ont évoqué une cérémonie d'ouverture réduite et un nombre de spectateurs limité. Le Comité international olympique avait annoncé fin mars le report du plus grand événement sportif au monde en raison de la pandémie du coronavirus qui a déjà tué des milliers de personnes dans le monde et quasiment mis à l'arrêt les déplacements internationaux ces derniers mois. Les Jeux doivent débuter le 23 juillet 2021, mais les organisateurs sont face à un casse-tête inédit de réorganisation systématique des sites, des hébergements et des transports. Pour ces Jeux, la Fédération internationale d'athlétisme a publié les nouveaux critères de qualification des minima qui avaient été établis. Les qualifications se baseront sur ces performances puis sur le classement mondial. Des athlètes qui ont réalisé le minimum l'an dernier conserveront les bénéfices, mais les performances réalisées entre le 6 avril et le 30 novembre 2020 ne seront pas prises en compte. Le système de qualification étant gelé sur cette période en raison bien sûr du coronavirus. La date limite pour réaliser les performances est fixée au 29 juin 2021. Le 31 mai pour le marathon et le 50 km marche. Les 10 premiers des marathons de Boston, New York, Berlin, Londres, Tokyo et Chicago, tenus entre le 1er janvier et le 5 avril 2020, sont automatiquement qualifiés, ainsi que les 10 premiers du marathon des mondiaux de Doha 2019. En plus des équipes qualifiées lors des derniers championnats du monde, les 8 premiers des mondiaux de relais 2021 seront également qualifiés pour les Jeux olympiques. Et puis, Papa Massata Diak, fils de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme et ancien conseiller marketing de l'IAAF, a demandé le renvoi de leur procès pour corruption et dopage. Il évoque comme raison la fermeture des frontières en raison du coronavirus, ses avocats ne pouvant pas effectuer le déplacement sur le sol français. Papa Massata, son père et 4 autres accusés devraient comparaître à partir du 8 juin devant la 32e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Revue de presse à présent. Covid-19 entre relâchement, assouplissement des mesures barrières et reprise des classes. Les parutions de la semaine s'interrogent. D'autres sujets d'actualité, à l'instar de la Journée nationale de l'arbre le 1er juin dernier et l'adoption par le Parlement du projet de loi relatif à l'utilisation sécurisée du nucléaire civil, ont également fait la une des journaux. Léontine Atogima. Les députés togolais autorisent l'utilisation sécurisée du nucléaire civil, titre Togo Matin.
L'Assemblée nationale adopte la loi sur l'utilisation sûre, sécurisée du nucléaire, renchérit l'Union pour la patrie. Togo Matin revient et précise que c'était au cours de la première session ordinaire de la 6e séance plénière. 44e édition de la Journée nationale de l'arbre, le respect des mesures de distanciation sociale a été observé sur le site. Pour Togo Matin, cette journée marque l'agenda national symbolisant le reboisement et la lutte pour la protection de l'environnement. Vision d'Afrique abonde dans le même sens et relate que la commune du Golfe 3 a renforcé son image de commune verte au cours de cette édition. En effet, la mairie du Golfe 3 et ses partenaires ont mis en terre 1 millier de plants, précise Togo Réveil. À l'Union pour la patrie d'ajouter que ces 1000 plants ont été mis en terre sur 900 km. Crise sanitaire à la pandémie du coronavirus, reprise des cours, de la nécessité de donner plus de garanties au monde scolaire, exhorte le journal Le Tonnerre. Le dialogue rappelle que convoqué le 3 juin dernier, le corps enseignant est appelé à veiller au respect des mesures barrières. La lanterne, pour plus de lumière, se demande si le gouvernement est-il sûr que ces mesures soient suffisantes vu les effectifs pléthoriques dans les salles de classe, surtout en milieu rural. Zounia, Le Monde est sûr d'une chose, la reprise des cours se précise. Pour cause, le personnel administratif et les enseignants sont à leur poste depuis mercredi. L'idée de la reprise des cours appelle à un certain nombre de dispositions de taille, s'inquiète la lanterne qui les énumère. La dotation de tous les établissements scolaires publics comme privés des dispositions de lavage des mains, des bavettes, du savon, du gel hydroalcoolique en quantité, des thermoflash, sans oublier les salles de classe pour une reprogrammation des cours puisque le nombre d'élèves par classe sera bien défini, poursuit l'hebdomadaire. Le Code du pays exhorte toutefois à une rigueur dans le respect des mesures barrières afin d'éviter le pire. Nécrologie, les parutions rendues hommage à l'ancien Premier ministre, président du parti politique, car Maître Yaovi Agboyobo. Depuis le décès de Maître Yaovi Agboyobo, les hommages fusent de toutes parts, écrit Togo Matin. Ils sont à la hauteur de l'illustre disparu. De Moussa Faki Marama, le président de la Commission de l'Union africaine, jusqu'à la classe politique togolaise dans tout son ensemble, ils sont tous unanimes sur la grandeur de l'illustre disparu, note le quotidien privé. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce magazine pluriel. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles. Et comme prévu, voici comme d'habitude la rubrique sensibilisation. Aujourd'hui, le Togo est en passe de franchir la barre des 500 cas de contamination au coronavirus. Que comprendre de la hausse de ces chiffres et doit-on craindre le pire? Rubrique sensibilisation sur le Covid-19 avec Alice Barandao. La pandémie du Covid-19 continue de dicter sa loi dans le pays. Le Togo tend à franchir la barre des 500 contaminations. Que faut-il comprendre de la hausse des chiffres? Que nous réserve donc l'avenir? Médecin colonel Djibril Mohamed, responsable de la coordination de la gestion de la riposte, donne quelques explications. Nous avons désormais l'habitude de suivre les chiffres au jour le jour, les chiffres de l'évolution dans notre pays. Que disent ces chiffres? Si nous regardons les autres semaines, les semaines d'avant, la semaine du 20 au 26, nous avons eu 53 cas, la semaine du 13 au 19, 139 cas, et la semaine du 6 au 12, 71 cas. Nous voyons que nous évoluons vers une stabilisation des chiffres. Et ceci s'explique notre stratégie qui a permis de stabiliser l'évolution de ces chiffres qui, à un moment donné, avaient augmenté de façon explosive à cause des arrivées des voyageurs. Pour ce qui est des guéris, ce chiffre aussi évolue. Nous avons pour cette semaine 230 guéris, soit 53 guéris depuis la semaine dernière, ce qui est une bonne évolution
Et quand on parle de guérir, il faut comparer ça avec les décès. Et depuis la semaine dernière, nous remercions Dieu, nous n'avons pas eu de décès. Les décès restent toujours à 13. Comment donc la coordination de la riposte se prépare-t-elle pour une reprise prochaine des activités socio-économiques au Togo? Devant la stabilisation de ces chiffres et devant ce type d'organisation, il y a un impératif actuellement de la relance des activités économiques. Mais ceci doit se faire en préservant la santé publique. Donc forcément, il faut une préparation si on veut reprendre, relancer les activités économiques. C'est pour cela que d'importantes installations sont en train d'être effectuées à l'aéroport international Gnassingbé Yadema afin de nous préparer à l'ouverture de nos frontières. Donc il y a une installation d'un laboratoire ultramoderne qui permettra à la fois de tester tous les voyageurs qui arrivent au Togo, mais aussi de tester tous les voyageurs qui partent du Togo. De la même manière aussi, nous allons nous organiser pour les autres frontières, notamment au port et les frontières terrestres. Il faut savoir aussi, avec les reprises des activités, il y aura bien sûr l'ouverture des classes. Et il faut se préparer pour cette ouverture des classes. En gros, de façon générale, il y aura une organisation au niveau sectoriel, au niveau des ministères, pour réapprendre à vivre avec le virus. Comment nous allons organiser notre travail? Nos partenaires en santé sont à nos chevets pour aider le Togo à mieux faire face à la pandémie. Dr Fatoumata Binta Diallo, représentante de l'OMS au Togo, décline les actions que mène son institution. Avant même que la pandémie ne soit déclarée au Togo, rapidement nous avons pensé qu'il était important de prépositionner et de démarrer par la dotation en équipement de prévention et contrôle contre l'infection à toutes les formations sanitaires. Et ça, on l'a fait au mois de décembre déjà, à titre d'anticipation. Et immédiatement, on a aussi doté des équipements de protection individuelle pour les services de santé. Et malheureusement, ce qui arrivait devait arriver. On a eu notre premier cas. Et immédiatement, nous avons porté notre bandeau d'agence de coordination, de leadership pour la coordination et la mobilisation des ressources, particulièrement des partenaires autour du gouvernement pour s'adresser à la pandémie. Et nous accompagnons jusqu'aujourd'hui le département de la santé dans sa démarche et tous les jours on est avec eux pour définir et réajuster toutes les stratégies de prise en charge et de lutte contre la pandémie. Le port des masques, le lavage régulier des mains, la distanciation, etc. restent et resteront les gestes qui vont nous sauver du Covid-19 et de bien d'autres maladies. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg